Bonjour à tous. Alors déjà en préambule, voilà, c'est un petit peu, je tiens à démentir. Sur le programme, il était indiqué que nous allions parler du Martinet. On aurait bien voulu, mais là je vais vous parler que de l'hirondelle des fenêtres. Donc voilà, et tout particulièrement un programme qu'on a commencé à monter il n'y a pas si longtemps. Donc c'est une proposition en fait. Vous verrez, je vous explique. Donc comme tout le monde le sait, puis comme c'est rappelé finalement depuis le début de ce colloque, un certain nombre d'espèces, diminuent drastiquement et ça, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, le martinet et l'hirondelle des fenêtres subissent des baisses de population assez importantes. Alors voilà, vous êtes certainement tous meilleurs ornithos que moi, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus puisque c'est pas le sujet de cette présentation. Voilà, les différentes causes sont connues. Et notamment la destruction de ces habitats, qui détruit en fait de manière très nombreuse, ces habitats sur les maisons, les habitations. On sait que les enjeux de rénovation thermique sont très élevés. L'ADEME indique que finalement, pour remplir nos objectifs climatiques fixés à l'horizon 2050, il faudra 1 million de rénovation thermique par an jusqu'en 2050. Donc c'est énorme, c'est un enjeu colossal. Voilà, on sait que là, il y a un enjeu de préservation de l'hirondelle qui est assez fort. Donc cette présentation, c'est vraiment sur cet axe-là que je vais vous présenter. La problématique, c'est que finalement, on détruit beaucoup par méconnaissance plus que par malveillance. Et donc, la problématique, c'est de vraiment réussir à produire et diffuser une connaissance dont tout le monde peut se saisir, pour sensibiliser, pour proposer des pistes d'action, etc. Donc, le public cible, ça va être un peu tout. Ça va être les acteurs de l'aménagement, ça va être les services instructeurs avec lesquels on travaille, les DTTM, les OFB, etc. Et plus largement, les particuliers aussi, puisque quand nous aurons réussi à déterminer un certain nombre de zones prioritaires, voilà, c'est aussi pourquoi pas d'aller dans ces zones pour sensibiliser et puis pour apprendre à vivre avec l'hirondelle de fenêtre. Donc, comment cartographier les zones d'enjeu sous le prisme de la rénovation thermique? Donc ça, c'est une grande question. À partir du moment où on se pose la question, on se dit, finalement, c'est assez simple. Il suffit de prendre les DPE, il suffit de prendre la localisation des hirondelles. Tout va rouler. Mais non, à chaque fois qu'on ouvre une base de données, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Donc, le principe, c'est plus un bâtiment a un diagnostic de performance énergétique mauvais, plus une rénovation thermique à court terme est probable, plus le risque de destruction de l'hirondelle des fenêtres est élevé. Alors là, c'est vraiment hirondelle des fenêtres, mais on va partir. C'est pareil pour les martinets, c'est pareil pour les chiroptères. Là, on se concentre que sur cette espèce, mais à terme, on aimerait vraiment beaucoup élargir l'étude pour essayer de prendre en compte l'ensemble des enjeux des espèces inféodées au bâti. Donc, comme je l'ai dit au préalable, l'analyse proposée ici ne constitue qu'une proposition, une base permettant la discussion, parce qu'il y a certainement tout un tas de choses à discuter, et notamment la méthode. 3 bases de données. On s'est dit que c'était bien de jouer la complémentarité sur ce travail-là, qu'on parte tous ensemble. Et donc, c'est les données de la LPO de France, donc issues notamment, financées d'un programme financé par le ZIVEN qui a permis d'augmenter très significativement le nombre de données sur les hirondelles. Ce sont les données du GON aussi, du groupe ornithologique et naturaliste agréé Hauts-de-France, donc issu de CIRF et de ClickNat, donc la base de données de Picardie. Donc c'est soit près de 10 000 données hirondelles de fenêtres qui ont été traitées sur la période 2020-2025. Et d'ailleurs, j'en profite, parce que je ne suis que le bout de la chaîne, finalement. En plus, je suis très récente dans la structure, donc je suis vraiment que le bout de la chaîne. Cette étude n'est possible que grâce aux contributions de l'ensemble des bénévoles. Finalement, sans qui cette étude aurait été complètement impossible, aux financeurs, aux partenaires, et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont investis, parce que, voilà, je ne suis que le bout de la chaîne. Quelles données ? Alors, là, commence à se poser tout un tas de questions. Quelles données on va prendre? Donc, là, avec les 3 bases de données, le tri est un petit peu difficile. Et puis, on a cherché à savoir ce qui semblait le plus pertinent. On s'est dit, toutes données hirondelles de fenêtre, sans distinction. Et on est parti du principe qu'un individu en vol avait, en moyenne,
une aire de chasse de 450 mètres carrés, de 450 mètres. Et donc, on a attribué les individus au vol sur des îlots géographiques. Quel découpage du territoire? Parce que là, c'est pareil. À partir de comment on découpe le territoire, les communes, c'est des îlots IRIS, c'est des îlots statistiques INSEE qui ont l'intérêt, en fait, de découper de manière homogène, que ce soit au niveau nombre d'habitants, que ce soit au niveau des bâtiments et des catégories socio-professionnelles. Ce sont des îlots statistiques. L'origine des données DPE. Donc diagnostic de performance énergétique. Donc elles proviennent de l'Observatoire national des bâtiments. Donc là, on se dit génial, on va consulter ça, sauf que il n'y a que 20% des bâtiments des Hauts-de-France qui sont équipés d'un DPE. Donc on se pose d'autres questions. L'ONB propose alors de manière très chère d'acquérir des simulations. Voilà, là, on n'a pas pu les acquérir pour cette étude, mais on est parti du même principe, c'est-à-dire que sur chaque îlot IRIS, donc sur chaque découpage du territoire, sur chaque quartier, on s'est dit on va simuler ce DPE en se disant que de toute façon, il y a tout un tas de statistiques qui sont sorties et qui attribuent des DPE en fonction de l'âge du bâtiment. Donc là, il y a plein de bases de données qui existent. On fait des moyennes et donc par îlot IRIS, il y a voilà, la possibilité d'attribuer une note qui permet en fait de savoir si on a affaire à de la passoire énergétique ou à du logement basse consommation. L'origine des données, donc 90% des bâtiments de la région ont été datés grâce à 3 bases de données. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en reparler plus tard si nécessaire. Les catégories d'âge qui suivent les réglementations thermiques et qui ont permis cette simulation. Le calcul par îlot. Donc, une fois qu'on a les DPE simulés, on attribue une note par îlot IRIS. Donc, on va faire un exercice de pondération finalement assez simple. Quand un logement est de classe A, il a 1 point. Quand un logement est de classe B, il a 2 points, etc., etc. Vous aurez compris le principe que plus la note est mauvaise, plus on est sur un îlot où il y a des passoires énergétiques. Donc, la grande surprise, ça a été que voilà, cette carte-là est sortie et on s'est dit waouh, il y a des enjeux dans l'Aisne et dans l'Oise assez importants et on s'est dit c'est pas possible, il y a une erreur. Donc on est allé voir ce qui existait en termes de DPE et en fait dans l'Aisne et l'Oise, on est à plus de 20% sur les DPE existants, au-delà de la simulation, on est sur plus de 20% de passoires thermiques sur ce territoire-là. Et la simulation simule à peu près 20% de passoires énergétiques. Donc là, on se rend compte que finalement, le plus gros enjeu à l'échelle de notre région, ce sont sur ces territoires. Vous voyez la carte un peu zoomée sur la ville de Lille, où là encore, on voit finalement ressortir les rénovations, enfin les passoires thermiques et les DPE. Sans le croisement. Alors là, c'est l'exemple de la métropole européenne de Lille. C'est une carte assez classique, somme toute, qu'on a l'habitude de voir. C'est la localisation des nids qui existent sur le territoire. Sans retraitement, sans rien. Deuxième carte, là encore une fois, on n'a toujours pas croisé les enjeux DPE. Là, on est sur une carte de présence par îlot IRIS et avec les zones orange, les aires de chasse où finalement un individu a été vu dans le coin et on s'est dit qu'en appliquant cette aire de chasse de 450 mètres, voilà, on pouvait inclure d'autres îlots dans la comptabilisation. Le croisement. Alors, les DPE, le nombre d'hirondelles. Alors là aussi, tout un certain nombre de questions se posent. C'est-à-dire que normalement, à partir du premier nid d'hirondelles, l'enjeu est majoritaire, enfin primordial. Mais bon, voilà, tout ça est à reposer certainement, à rediscuter. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire déjà un premier rendu. Et donc, c'est quoi? Vous comprendrez bien que DPE A, avec 25 observations, l'enjeu est toujours moins fort qu'avec un DPE G et avec 25 observations, puisqu'on sait que sur un DPE A, B ou C, a priori, ça ne va pas bouger tout de suite. Donc, en tout cas, sous l'axe de la rénovation thermique. Premier résultat. Donc, alors, à l'origine, pour être tout à fait honnête, avant de ressortir les cartes, quand on a commencé à faire les traitements géographiques,
Le territoire de l'île métropole européenne, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai rendez-vous avec eux justement pour en discuter. Et donc, on sait que le territoire de l'Aisne et de l'Oise sont hyper importants, mais bon, la première retraitement que j'ai fait, c'est ça, parce que ça m'intéresse. Voilà. Et donc là, on voit finalement différentes zones d'enjeu. Donc, il y a de l'hirondelle partout, sauf sur les zones grisées, et ça permet de prioriser, en fait, les endroits de prospection. On va passer à plusieurs exemples de villes. Vous avez Marc-en-Barœul. Donc, les zones très foncées, l'enjeu est très fort. On a de la passoire thermique et on a de l'enjeu hirondelle. Et puis, on dégrade les couleurs. Alors, les zones grisées, est-ce que c'est un manque de prospection? Est-ce que c'est pas d'individus? Ça, on ne sait pas. Ce sera certainement à compléter. Mais en tout cas, voilà, c'est pas. On sait pertinemment qu'il va falloir compléter cette carte, et c'est aussi ça l'enjeu de ce travail. Donc voilà, là on est redescendu sur les territoires à fort enjeu, et là on voit clairement qu'en fait, à part un quartier, il y a un véritable enjeu à les prospecter, à les sensibiliser, à aller parler avec les maires, voilà, les bailleurs sociaux, pour dire, voilà, a priori, non, c'est même pas a priori, il y a de l'hirondelle, il y a des passoires énergétiques, donc voilà, il va falloir aller sensibiliser. Abbeville, donc là c'est des... Voilà, c'est des exemples de différentes villes sur le territoire des Hauts-de-France. Les limites. Alors, les limites, nombreuses. Enfin, c'est toujours le problème des indicateurs agrégés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un choix, forcément, il y a des limites qui s'opposent à nous. Le formatage et l'encodage des 3 bases de données, forcément, ça a été un peu long parce que ce soit la présence de code d'Atlas ou pas, que ce soit la présence d'informations sur la nidification. Enfin, bref, voilà. Donc, ça a demandé un temps de nettoyage extrêmement long, et donc l'erreur est humaine. Donc, on est peut-être passé à côté de certaines choses. La localisation, parfois un peu précise, c'est-à-dire que pour certains individus, voilà, on avait le point précis GPS sur la carte. Pour d'autres, c'était des polygones. Pour d'autres, c'était des transects. Et donc, à chaque fois, se poser la question de dans quel îlot Iris on le situe. Donc, ça, c'était parfois un peu problématique. Il y a la nécessité d'une co-construction avec les partenaires, c'est-à-dire que là, pour le moment, le travail a été fait voilà, par la LPO de France, mais on invite clairement voilà, à se poser autour de la table pour en discuter, pour discuter de tout ça, et puis de réussir à trouver finalement un outil fiable qui nous permette en fait d'aller prendre notre bâton de pèlerin et d'aller vendre ce travail-là pour aider justement la préservation de l'hirondelle des fenêtres sous le prisme de l'enjeu de la rénovation thermique. Pour les données bâtiments, là aussi, tout un tas de limites. Il y a un mélange, alors je ne sais pas si vous suivez voilà, les enjeux rénovation du bâtiment, mais en tout cas, il y a des anciens, nouveaux DPE. Il paraît qu'il y en a un nouveau qui arrive là à partir de l'année prochaine. Et donc, voilà, c'est que ce soit l'Observatoire national du bâtiment ou que ce soit là dans le cadre de cette étude, on a dû mélanger en fait ce qui existait puisqu'il n'y avait pas de catégorisation claire et précise de comment réussir à traiter cette donnée. L'âge sous-estimé dans le cas de certains changements de destination, c'est-à-dire que globalement, une grande maison qui a été découpée en appartements, on ne va pas lui mettre son année de construction, on va lui mettre son année de changement de destination, et c'est ça qui va être pris en compte. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont rajeunis de cette manière-là, et donc voilà, c'est des biais qui existent. Et la diversité des sources. Conclusion. Voilà, j'ai égrené la conclusion finalement tout au long de ma présentation. Donc, c'est de servir d'outil de plaidoyer afin d'intégrer la biodiversité dans les projets de rénovation thermique. On sait que ça devient un enjeu colossal de préserver cette biodiversité parce que grâce à elle, on deviendra plus résilient sur nos territoires et que ça devient fondamental en fait de l'intégrer et de réussir à vivre avec. Et donc, c'est vraiment de servir d'outil voilà, pour en discuter. C'est une étude action.
Voilà, c'est la connaissance, à quoi elle peut servir très très concrètement sur le terrain. Donc sensibilisation, éclairer les orientations politiques, techniques, protection et actions concrètes. Alors j'ai mis le guide de la rénovation du bâti et biodiversité parce que c'est un vrai outil pour nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond aux questions? Et ce guide, en fait, est vraiment notre guide à l'heure actuelle pour nous aider à tout ça. La suite, c'est co-construire un outil qui fasse consensus, parce que je pense que voilà, c'est dans la complémentarité et dans la co-construction qu'on arrivera finalement à couvrir le plus de territoire sur ces enjeux-là. Donc concrètement, prise de contact, etc. et sensibilisation du citoyen. Je crois que je suis arrivée au bout. Merci beaucoup.